Lorsque les premiers prisonniers de guerre allemands furent capturés et déportés en territoire américain pendant la Seconde Guerre mondiale, ils emportaient avec eux une vision totalement déformée de la réalité industrielle des États-Unis. La propagande nazie avait brossé le portrait d'une Amérique faible et divisée, incapable de soutenir une guerre prolongée contre le puissant Reich allemand. Ces soldats, dont beaucoup étaient des vétérans chevronnés des campagnes en Europe, en Afrique et en Russie, croyaient fermement à la supériorité technologique et industrielle allemande. Ils avaient constaté de visu l'efficacité des usines allemandes, la précision de l'ingénierie allemande et la qualité de l'équipement militaire produit dans le Reich. Pour eux, l'Allemagne représentait l'apogée de la civilisation industrielle moderne. La traversée de l'Atlantique avait déjà semé le doute dans leur esprit. Les navires américains qui les transportaient étaient plus grands, plus modernes et mieux équipés que nombre de navires allemands rencontrés. L'organisation logistique nécessaire pour transporter des milliers de prisonniers à travers l'océan de manière efficace et sûre était impressionnante, même selon les standards militaires allemands. Mais rien n'aurait pu préparer ces hommes au choc qui les attendait en posant le pied sur le sol américain. Leur premier aperçu des villes américaines, même les plus petites, révéla un niveau de prospérité et de modernisation contrastant fortement avec l'Europe déchirée par la guerre qu'ils avaient laissée derrière eux. Les routes américaines étaient bordées de voitures particulières, un luxe que seule une petite élite possédait en Allemagne. Les bâtiments étaient plus grands, plus modernes et mieux entretenus. L'éclairage électrique était abondant, une ressource déjà rare en Allemagne en raison des bombardements et du rationnement de l'énergie. Même les civils américains semblaient mieux nourris et vêtus que de nombreux soldats allemands. Lors de leur transport vers les camps de prisonniers, ils purent constater pour la première fois l'ampleur réelle des infrastructures américaines. Les chemins de fer s'étendaient sur des distances inimaginables, sillonnant un continent entier avec une précision et une efficacité surpassant tout ce qu'ils avaient vu en Europe. Les trains étaient plus longs, plus puissants, et transportèrent des charges qui semblaient impossibles à transporter selon les normes européennes. La première, impression de l'arsenal de la démocratie. Si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur ces moments historiques fascinants, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Cela nous permet de continuer à vous faire découvrir ces histoires incroyables. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Hype pour soutenir davantage notre chaîne. Cela nous aide à continuer à partager ces récits historiques uniques. L'expression « arsenal de la démocratie » inventée par le président Franklin D. Roosevelt prit un tout autre sens aux yeux des prisonniers allemands lorsqu'ils commencèrent à constater l'ampleur réelle de la production industrielle américaine. Ce qu'ils virent dépassa leurs espérances les plus folles et réduisit à néant la propagande nazie sur la prétendue faiblesse industrielle de l'Amérique. Les usines américaines fonctionnaient à une échelle incompréhensible, alors que l'Allemagne peinait à maintenir sa production de guerre avec des ressources limitées et des bombardements constants. Les usines américaines fonctionnaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en équipe continue. La production était non seulement constante, mais en croissance exponentielle. Les prisonniers furent stupéfaits d'apprendre que la Ford Motor Company produisait à elle seule plus de véhicules militaires en un mois que l'ensemble de l'industrie automobile allemande en une année. La chaîne de montage des chars de l'usine Chrysler de Détroit produisait un char Sherman toutes les 4 minutes, une cadence qui faisait paraître les efforts allemands artisanaux en comparaison. Mais ce n'était pas seulement la quantité qui était impressionnante, c'était aussi la qualité et la standardisation. Chaque char Sherman sorti des chaînes de production était identique au précédent, avec des pièces interchangeables et des systèmes standardisés qui simplifiaient grandement la maintenance et les réparations sur le champ de bataille. Cette approche de la production, de masse avec une qualité constante, était une approche que l'industrie allemande, axée sur l'ingénierie de précision artisanale, n'avait jamais pleinement maîtrisée. L'industrie navale américaine était encore plus impressionnante. Les chantiers navals américains produisaient des navires à une vitesse qui semblait physiquement impossible. Le programme Liberty Ships permettait de construire un cargo complet en moins de 2 semaines à partir de simples plaques d'acier. Les chantiers Kaiser Shipyards en Californie ont établi des records du monde en construisant le SS Robert E. Peary en seulement 4 jours, 15 heures et 26 minutes.
Pour les soldats allemands qui avaient constaté la difficulté d'entretenir et de réparer le matériel au front, la capacité américaine à produire simplement du nouveau matériel plus vite qu'il ne pouvait être détruit fut une révélation troublante. Ils commencèrent à comprendre qu'ils combattaient non seulement l'armée américaine, mais toute la capacité industrielle d'une nation continentale, l'échelle continentale de la production américaine. La véritable compréhension de l'échelle industrielle américaine est apparue lorsque les prisonniers ont commencé à comprendre que ce qu'ils observaient n'était pas exceptionnel, mais plutôt le modèle normal de la production américaine en temps de guerre. Chaque État américain semblait disposer de sa propre capacité industrielle, équivalente à celle de pays européens entiers. À elle seule, l'industrie sidérurgique américaine produisait plus d'acier que toute l'Europe réunie. Les aciéries de Pittsburgh, Gary et Birmingham fonctionnaient avec des fourneaux ininterrompus, traitant le minerai de fer extrait des vastes mines du Minnesota et du Michigan. Le système de transport reliant ces sites était si efficace que le minerai extrait le lundi matin à Duluth pouvait être transformé en acier à Pittsburgh dès le mercredi de la même semaine. Les champs pétroliers du Texas produisaient suffisamment de brut pour approvisionner non seulement les forces américaines, mais aussi les armées alliées en Europe, en Afrique et dans le Pacifique. Les raffineries traitaient du kérosène, de l'essence, du diesel et du fioul domestique en quantité supérieure à la consommation énergétique totale de l'Allemagne en temps de paix. L'industrie aéronautique américaine produisait des avions à un rythme défiant toute logique militaire traditionnelle. Boeing, Lockheed, Douglas et d'autres entreprises livrèrent des bombardiers et des chasseurs à un rythme qui rendait les pertes au combat statistiquement négligeables. Pour chaque avion allemand abattu, 3 nouveaux avions américains sortaient des chaînes de production. L'agriculture américaine mécanisée et performante nourrissait non seulement la population civile et l'armée américaine, mais aussi l'Angleterre assiégée, l'Union soviétique et les populations libérées d'Europe. Les champs de blé du Kansas et du Nebraska s'étendaient à perte de vue, cultivés par des machines agricoles plus imposantes et plus sophistiquées que n'importe quel équipement militaire allemand. Le réseau ferroviaire américain a transporté cette production massive avec une efficacité qui a impressionné même les ingénieurs allemands. Des trains de marchandises de plus de 100 wagons ont sillonné le continent, transportant toutes sortes de marchandises, des chars nouvellement produits aux céréales du Midwest. Aucune nation européenne n'avait jamais réussi à coordonner ce mouvement continental de ressources par la logistique. Les prisonniers ont commencé à comprendre qu'ils ne voyaient qu'une fraction des véritables capacités américaines, car une grande partie de la production était expédiée directement vers d'autres théâtres d'opération avant même qu'ils puissent l'observer pleinement. Le choc de l'abondance matérielle. Pour les soldats allemands habitués à un rationnement strict, à des pénuries constantes de ravitaillement et à un équipement improvisé, l'abondance matérielle américaine était presque incompréhensible. Même dans les camps de prisonniers, ils recevaient des rations alimentaires supérieures à celles dont bénéficiaient les civils allemands restés au pays. Les repas dans les camps de prisonniers comprenaient régulièrement de la viande fraîche, un luxe devenu rare dans l'Allemagne assiégée. Des fruits frais, des légumes variés, du lait, des œufs et du pain blanc étaient servis quotidiennement. Nombreux prisonniers allemands admettrent plus tard qu'ils mangeaient mieux en tant que prisonniers de guerre en Amérique qu'en tant que soldats libres en Allemagne. Les uniformes et l'équipement fournis aux prisonniers étaient de qualité supérieure à leurs propres uniformes allemands. Les bottes américaines étaient plus résistantes, le tissu des uniformes plus résistant, et même les articles de toilette étaient de meilleure qualité que ceux disponibles en Allemagne. Mais l'abondance dépassait largement les besoins fondamentaux. Les prisonniers observèrent que même les gardes américains, simples soldats sans grade particulier, possédaient des montres-bracelets, des stylos-plumes, des cigarettes en abondance et de petits objets de luxe personnel qui seraient considérés comme des articles de luxe en Allemagne. La correspondance envoyée par les familles restées en Allemagne contrastait fortement avec la réalité qu'elles observaient en Amérique. Tandis que leurs familles décrivaient les bombardements, les pénuries alimentaires et de carburant et les difficultés croissantes, elles voyaient une société américaine qui semblait prospérer encore davantage pendant la guerre. La nuit, les villes américaines proches des camps de prisonniers brillaient d'une lumière électrique abondante, un phénomène impensable dans l'Allemagne du Nord. Les magasins étaient approvisionnés,
Les restaurants fonctionnaient normalement et la vie civile continuait avec une normalité qui contrastait avec la mobilisation totale et le sacrifice qui caractérisait la vie en Allemagne en temps de guerre. Les prisonniers allemands constatèrent que les ouvriers américains des usines de guerre disposaient de voitures particulières pour se rendre au travail, de logements équipés d'appareils électroménagers modernes et d'un niveau de vie supérieur à celui de nombreux officiers allemands d'avant-guerre. Cette observation était particulièrement troublante pour les soldats à qui l'on avait enseigné la supériorité du système allemand. L'infrastructure médicale disponible dans les camps de prisonniers était supérieure à celle dont disposaient les soldats allemands dans de nombreux hôpitaux militaires, des médicaments en abondance, du matériel médical moderne et des soins dentaires réguliers étaient fournis régulièrement, démontrant une capacité apparemment illimitée, une technologie au-delà de l'imagination. La supériorité technologique américaine s'est révélée d'une manière que les prisonniers allemands n'auraient jamais imaginé possible. Alors que l'Allemagne s'enorgueillissait de son ingénierie de précision et de son innovation technique, les Américains avaient développé des approches technologiques privilégiant la production de masse, la fiabilité et la facilité d'entretien. Le radar américain, bien plus avancé que tout ce que possédèrent les Allemands, était non seulement techniquement supérieur, mais aussi produit en quantités industrielles. Chaque navire de guerre américain possédait plusieurs systèmes radars, un luxe qui aurait été considéré comme impossible dans la Kriegsmarine allemande. Les systèmes de communication radio américains offraient une clarté et une portée systématiquement supérieures à celles des équipements allemands. Plus impressionnant encore, ces systèmes étaient standardisés et interchangeables, permettant une communication efficace entre les différentes branches de l'armée, ce que l'Allemagne n'a jamais réussi à mettre en œuvre efficacement. L'industrie chimique américaine produisait des explosifs, des carburants synthétiques, des médicaments et des matériaux spécialisés à une échelle industrielle qui rendaient les efforts allemands, malgré leur expertise chimique reconnue, limités en comparaison. La capacité de produire de l'essence aviation à indice d'octane élevé en quantités illimitées conférait aux pilotes américains un avantage considérable en termes de performance. Les prisonniers allemands furent particulièrement impressionnés par la standardisation et l'interchangeabilité des composants américains. Les pièces de rechange pour tout équipement américain étaient largement disponibles et pouvaient être installées rapidement par des techniciens ayant reçu une formation de base. Cette approche contrastait avec la tradition allemande de l'ingénierie de précision où chaque machine était pratiquement unique et nécessitait des spécialistes spécialisés pour sa maintenance. L'électricité était disponible en abondance dans les installations américaines. Les usines, les bases militaires, les camps de prisonniers et même les petites villes rurales bénéficiaient d'une alimentation électrique fiable 24 heures sur 24. Cette infrastructure électrique robuste permettait des opérations industrielles tout simplement impossibles en Allemagne, dont le réseau électrique était endommagé et surchargé. La capacité américaine à produire des instruments de précision, des optiques avancées et des équipements électroniques en quantité industrielle a démontré que l'Amérique avait non seulement rattrapé, mais dépassé l'Allemagne dans de nombreux domaines où les Allemands se considéraient supérieurs. La machine de guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Ce qui impressionna le plus les prisonniers allemands fut de constater que la machine de guerre américaine fonctionnait avec une efficacité et une ampleur telles que la défaite allemande était non seulement probable, mais mathématiquement inévitable. La capacité de production américaine non seulement surpassait celle de l'Allemagne, mais augmentait régulièrement. De nouvelles usines étaient construites alors même que la guerre faisait rage. Les Américains ne se contentaient pas de combattre avec les ressources existantes, ils développèrent leur capacité industrielle pendant le conflit. Chaque mois qui s'éternisait rendait l'Amérique proportionnellement plus forte, tandis que l'Allemagne s'affaiblissait proportionnellement. La chaîne d'approvisionnement américaine s'étendait à l'échelle mondiale. Les matières premières arrivaient d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie et d'Australie pour alimenter les usines américaines. Ce réseau mondial de ressources rendait l'Amérique pratiquement immunisée contre les blocus et les ingérences qui limitaient traditionnellement les nations en guerre. Les prisonniers ont constaté que la production américaine ne se limitait pas au territoire continental des États-Unis. Des usines au Canada, au Mexique et même au Brésil produisaient des équipements et des matériaux pour l'effort de guerre américain, mobilisaient des ressources provenant de tout un hémisphère
était une capacité qu'aucune puissance européenne n'avait jamais tentée. La rapidité d'innovation américaine était tout aussi impressionnante. De nouveaux équipements furent développés, testés et mis en production de masse dans des délais qui auraient pris des années en Allemagne. Leur capacité à adapter et à améliorer rapidement leur conception grâce à l'expérience acquise au combat conférait aux Américains un avantage constant en matière d'évolution. Le système de formation américain produisait des soldats, des pilotes, des marins et des techniciens en nombre bien supérieur aux pertes au combat. Chaque spécialiste allemand perdu au combat était irremplaçable, tandis que les Américains pouvaient former plusieurs remplaçants pour chaque poste. La logistique américaine s'est étendue à l'échelle mondiale avec une efficacité telle que la géographie s'est transformée en avantage stratégique. Les approvisionnements produits à Détroit ont atteint le front en Europe ou dans le Pacifique en quelques semaines, tandis que l'Allemagne peinait à acheminer ses approvisionnements à l'intérieur de ses frontières. Les prisonniers ont commencé à comprendre qu'ils ne combattaient pas seulement une armée ou une marine, mais toute la capacité industrielle d'une nation continentale mobilisée pour la guerre. La réalité de Dysowski, la supériorité logistique. L'organisation logistique américaine s'est avérée être une force militaire à part entière, capable de soutenir des opérations simultanées sur plusieurs continents avec une efficacité qui surpassait tout ce que les Allemands avaient connu ou imaginé possible. Le système de transport américain permettait de transporter du matériel et des troupes à travers les continents aussi facilement que les Allemands acheminaient des fournitures au sein d'un même État. Trains transcontinentaux, convois de camions et ponts aériens fonctionnaient selon des horaires précis, transportant toutes sortes de marchandises, des chars lourds aux médicaments fragiles. La capacité américaine à établir et à maintenir des bases avancées partout dans le monde démontrait une flexibilité logistique que les Allemands n'ont jamais égalée. Des bases complètes, comprenant des aéroports, des hôpitaux, des dépôts de ravitaillement et des installations de communication, furent établies en quelques semaines dans des endroits qui semblaient impossibles à ravitailler. Les prisonniers ont constaté que le système américain ne reposait pas sur des lignes d'approvisionnement linéaires vulnérables, contrairement aux opérations allemandes. La multiplicité des itinéraires redondants, la répartition des stocks et les capacités de ravitaillement aérien rendèrent les forces américaines pratiquement immunisées contre les attaques sur leurs lignes de communication. La standardisation de l'équipement et des fournitures américains a grandement simplifié la logistique. Un camion militaire américain pouvait être entretenu avec des pièces détachées disponibles sur n'importe quelle base américaine dans le monde. Le carburant, les munitions et les rations étaient standardisés et interchangeables entre les différentes unités et branches de l'armée. La médecine militaire américaine disposait de ressources apparemment illimitées. Des hôpitaux de campagne entièrement équipés pouvaient être mis en place en 24 heures. Médicaments, matériel chirurgical et personnel médical spécialisé étaient disponibles en quantité suffisante pour garantir aux blessés américains des soins supérieurs à ceux dispensés aux soldats allemands dans les hôpitaux allemands. Le système de communication américain reliait directement les commandants locaux à la production industrielle nationale. Un officier américain au front pouvait demander un équipement spécifique et le recevoir directement des usines américaines en quelques semaines. Ce lien direct entre le combat et la production créait une boucle de rétroaction qui accélérait constamment l'amélioration des équipements. La capacité américaine à approvisionner simultanément ses propres forces et celles de ses alliés sur plusieurs théâtres d'opération a démontré une abondance de ressources qui a rendu obsolètes les considérations traditionnelles de stratégie logistique. L'effondrement des illusions de la propagande. Les illusions créées par la propagande nazie commencèrent à s'effondrer lorsque les prisonniers allemands furent confrontés à la réalité de la société américaine. Tout ce qu'on leur avait enseigné sur l'Amérique se révéla non seulement erroné, mais délibérément trompeur. La propagande nazie avait dépeint l'Amérique comme une société déchirée par des conflits raciaux et sociaux qui la rendraient incapable de soutenir un effort de guerre prolongé. Au lieu de cela, les prisonniers ont observé une société mobilisée autour d'un objectif commun et d'une détermination qui surpassait tout ce qu'ils avaient pu observer en Allemagne. La prétendue infériorité raciale des Américains, constamment soulignée par la propagande nazie, était contredite par l'observation directe des soldats, techniciens et ouvriers américains
qui faisaient de preuve d'une compétence, d'une discipline et d'une capacité égale ou supérieure à celle de leurs homologues allemands. La prétendue décadence morale américaine était contredite par l'observation d'une société qui maintenait des normes éthiques élevées même pendant la guerre. Le traitement humain des prisonniers allemands, conformément aux conventions de Genève, contrastait avec ce que beaucoup d'entre eux savaient du traitement des prisonniers par les Allemands. Les institutions démocratiques américaines, décrites par la propagande comme faibles et inefficaces, ont fait preuve d'une capacité de mobilisation et de coordination supérieure à celle des systèmes autoritaires allemands. Leur capacité à prendre des décisions rapides et à les mettre en œuvre efficacement à l'échelle nationale a impressionné même les officiers allemands habitués au commandement centralisé. La presse américaine libre, critiquée par la propagande nazie pour son caractère chaotique et source de division, a en réalité fourni des informations plus précises sur la guerre que n'importe quelle source allemande disponible. Les prisonniers qui avaient accès aux journaux américains étaient souvent choqués par l'exactitude des récits d'opérations militaires dont ils avaient été témoins. L'éducation américaine, considérée comme inférieure, avait clairement produit une population capable d'utiliser des technologies complexes, d'innover rapidement et de s'adapter à des défis en constante évolution. Le niveau d'éducation moyen des soldats américains était remarquablement élevé par rapport aux standards européens. Le système économique américain, attaqué par la propagande comme instable et exploiteur, a démontré une capacité de production et de distribution qui a non seulement soutenu l'effort de guerre, mais a également maintenu un niveau de vie civile supérieur à celui de l'Allemagne en temps de paix. Les valeurs américaines de liberté individuelle et d'opportunité, rejetées par la propagande comme des illusions bourgeoises, ont clairement motivé une population à travailler et à se battre avec une détermination qui a surpris les observateurs allemands habitués à une motivation basée sur la peur et l'obéissance. La dimension humaine de la supériorité américaine. Au-delà de la supériorité matérielle et technologique, les prisonniers allemands ont découvert une dimension humaine de la force américaine qui était tout aussi impressionnante et peut-être plus importante pour l'issue finale de la guerre. Les soldats américains faisaient preuve d'initiative individuelle et d'improvisation, contrairement à l'entraînement allemand, axé sur l'obéissance et l'exécution d'ordres précis. Face à des situations imprévues, les Américains s'adaptaient rapidement et trouvèrent des solutions créatives, tandis que les soldats allemands attendaient souvent des instructions précises de leurs supérieurs. Le moral des troupes américaines demeurait élevé même après des défaites tactiques ou des périodes difficiles. La confiance en la victoire finale semblait inébranlable, fondée non sur la propagande, mais sur l'observation directe de la capacité productive de leur nation. Cette confiance contrastait avec le pessimisme croissant que les prisonniers savaient se répandre parmi les troupes allemandes. La diversité de l'armée américaine, initialement perçue comme une faiblesse par les Allemands, s'est révélée être une force. Des soldats d'origines ethniques, éducatives et régionales différentes ont apporté des perspectives et des compétences variées qui ont enrichi les capacités militaires américaines. Le système de promotion américain, fondé sur le mérite plutôt que sur l'origine sociale ou les relations politiques, avait permis de créer un commandement militaire compétent et adaptable. Les officiers américains issus de milieux modestes faisaient souvent preuve de capacités tactiques et stratégiques qui impressionnaient les officiers allemands ayant suivi une formation militaire traditionnelle. Les relations entre officiers et soldats américains étaient caractérisées par un respect mutuel qui maintenait une discipline efficace, sans l'autoritarisme rigide typique de l'armée allemande. Cette approche semblait produire des soldats plus motivés et capables d'initiatives indépendantes. La capacité américaine à intégrer rapidement les nouvelles recrues et à les transformer en soldats efficaces a démontré une efficacité de formation supérieure aux méthodes allemandes traditionnelles. Le temps nécessaire pour former des soldats compétents était nettement plus court aux États-Unis. L'attention que les Américains portaient à leurs propres soldats, notamment des soins médicaux de qualité supérieure, une évacuation rapide des blessés et un approvisionnement abondant en fournitures, a créé une loyauté et un moral qui ne pouvaient être atteints par la discipline et la propagande seule. La correspondance entre les soldats américains et leurs familles, parfois vue par les prisonniers, révélait une société unie dans l'effort de guerre, mais sans le fanatisme et le désespoir qui caractérisaient les communications allemandes de la même période. L'impact psychologique de la divulgation.
La révélation de la véritable ampleur de la puissance américaine a eu un impact psychologique profond et durable sur les prisonniers allemands, transformant non seulement leur compréhension de la guerre, mais aussi leur vision fondamentale du monde. De nombreux prisonniers ont traversé une crise d'identité en réalisant que tout ce qu'ils avaient cru sur la supériorité allemande était faux. La prise de conscience d'avoir combattu pour une cause vouée à l'échec dès le départ a engendré des sentiments complexes de trahison, de colère et de profonde dépression. La propagande allemande avait si bien réussi à créer une réalité alternative que la confrontation avec la vérité fut traumatisante pour de nombreux soldats. Certains refusèrent d'abord de croire ce qu'ils voyaient, affirmant que les démonstrations de puissance américaine étaient des mises en scène élaborées pour impressionner les prisonniers. Peu à peu, cependant, le poids des preuves devint indéniable. Les lettres des familles restées en Allemagne, décrivant les bombardements dévastateurs et la dégradation des conditions de vie, contrastaient fortement avec l'abondance et la normalité observées aux États-Unis. La prise de conscience que l'Allemagne allait non seulement perdre la guerre, mais aussi être complètement submergée par des forces qu'elle avait sous-estimées, a plongé de nombreux prisonniers dans un profond désespoir. Tout ce pourquoi ils s'étaient battus et sacrifier s'est révélé être fondé sur des illusions fabriquées de toutes pièces. Certains prisonniers éprouvèrent un soulagement à l'idée que la guerre se terminerait par leur défaite, car cela signifiait la fin des souffrances incessantes de leur famille et de leur pays. La perspective d'une reconstruction sous influence américaine commença à leur paraître préférable à la dévastation persistante de l'Allemagne. L'éducation que de nombreux prisonniers reçurent durant leur captivité aux valeurs démocratiques et au système économique américain sema les germes d'un changement qui allait influencer leur vie après la guerre. Nombre d'entre eux retournèrent en Allemagne, partisans de la démocratisation et de la coopération avec l'Occident. La honte d'avoir été trompés par leurs propres dirigeants se mêlait à l'admiration pour la société qui les avait vaincus mais les avait traités avec humanité. Ce mélange complexe d'émotions allait donner naissance à une génération d'Allemands enclins à la réconciliation avec l'Occident. Le processus de dénazification s'est déroulé naturellement, les prisonniers étant confrontés à une réalité qui contredisait tous les principes fondamentaux de l'idéologie nazie. La supériorité démontrée d'une société libre et démocratique rendait le nazisme non seulement moralement répugnant, mais aussi factuellement absurde. L'héritage d'une leçon historique. L'expérience des prisonniers allemands aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale a laissé un héritage durable qui a profondément influencé le cours de l'histoire d'après-guerre et des relations internationales dans les décennies qui ont suivi. Nombre des prisonniers rentrés en Allemagne après la guerre devinrent d'ardents défenseurs de la démocratisation et de la coopération avec l'Occident. Leur expérience directe de la société américaine constitua un fondement solide pour les arguments en faveur de l'adoption des valeurs démocratiques et de l'économie de marché dans l'Allemagne d'après-guerre. Bien que controversé, le programme de rééducation mis en œuvre dans les camps de prisonniers s'est avéré efficace pour déconstruire l'idéologie nazie et introduire des concepts démocratiques. Les anciens prisonniers sont souvent devenus des leaders locaux dans la mise en œuvre de réformes démocratiques au sein de leur communauté. La révélation de l'ampleur réelle de la puissance industrielle américaine a profondément influencé la planification stratégique allemande d'après-guerre. La prise de conscience que la prospérité et la sécurité future dépendaient de la coopération et non de la confrontation avec les États-Unis a façonné la politique étrangère allemande pendant des décennies. Le contraste entre le traitement humain qu'ils recevaient en tant que prisonniers américains et la connaissance du traitement brutal des prisonniers allemands a nourri une profonde appréciation des valeurs humanitaires et de l'état de droit. Nombre d'anciens prisonniers sont devenus d'actifs défenseurs des droits de l'homme et des conventions internationales. L'expérience a également démontré le pouvoir de la démonstration sur la propagande. La capacité à démontrer, plutôt qu'à simplement affirmer, la supériorité d'un système social et économique s'est avérée un outil d'influence bien plus puissant que toute campagne de propagande traditionnelle. Le modèle américain de traitement des prisonniers de guerre a créé d'importants précédents pour les conflits futurs. La démonstration que le traitement humain des ennemis capturés pouvait être à la fois moralement correct et stratégiquement avantageux a influencé les pratiques militaires internationales pendant des décennies. L'histoire de ces prisonniers
s'inscrit dans le récit plus large de la transformation de l'Allemagne, d'ennemis à alliés, démontrant comment les expériences personnelles peuvent transcender de profondes divisions politiques et idéologiques. Si vous avez trouvé cette histoire fascinante et souhaitez découvrir d'autres récits historiques uniques comme celui-ci, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous abonner. Je vous recommande de regarder la vidéo suivante, actuellement diffusée sur votre écran, où nous explorons d'autres aspects surprenants de la Seconde Guerre mondiale, méconnus de beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ces histoires nous rappellent à quel point la réalité peut être différente de la propagande et comment les expériences directes peuvent transformer radicalement notre compréhension du monde.